Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Grognant et jurant au volant de sa voiture, Harry Lowe dépassa le taxi et se rabattit brusquement devant lui. Il y eut des grincements de frein, des bruits d'avertisseurs et quelques injures. Mais la voie était libre. Harry, les mains crispées sur le volant, appuya à fond sur l'accélérateur. Il avait raté son coup. Il ne lui restait plus qu'à filer. Rien de plus facile pour un conducteur aussi habile que lui de brûler les feux rouges et les stops à cette heure de l'après-midi. Malheureusement, l'argent était bel et bien perdu. 20 à 30 millions au moins, et il avait eu tout ce fric entre les mains. 48 ans et des réflexes lents, Harry était beaucoup moins à l'aise qu'avant dans les attaques à main armée. Mais il voulait réussir un gros coup, et la banque de la compagnie financière paraissait être la cible idéale. Toute la semaine, il avait surveillé le personnel et les lieux. Son plan était fin prêt. Il n'y avait plus qu'à passer à l'action. Tout avait très bien commencé. Avec son revolver, Harry avait terrifié les 3 employés de la banque et les 2 clients qui se trouvaient alors dans les bureaux. Le directeur avait lui-même rempli la sacoche que lui tendait Harry avec des liasses de billets de banque. Quand la sacoche avait été pleine, Harry s'était enfui en courant, mais soudain, sur le trottoir, l'accident stupide! Il s'était tordu la cheville. Le sac lui avait échappé des mains, avait glissé sur la chaussée et disparu sous un autobus à l'arrêt. Comme un fou, Harry s'était relevé. Derrière lui, la sirène d'alarme de la banque hurlait et lui écorchait les tympans. Des passants affolés s'écartaient en apercevant l'arme qu'il tenait toujours à la main. L'autobus, immobilisé dans un encombrement, ne bougeait pas. Harry s'était précipité en boitant vers sa voiture garée à quelques pas et, profitant du feu vert, avait démarré en trombe. Quand il estima s'être suffisamment éloigné de la compagnie financière, il ralentit, s'engagea sur une voie rapide à sens unique, puis bifurqua sur la première route secondaire en direction de la campagne. Son échec le rendait fou de rage, mais il devait rester maître de lui. Il vaudrait peut-être mieux cacher sa vieille guimbarde. Des témoins avaient très bien pu en relever le numéro d'immatriculation et en donner la description à la police. À présent, très vraisemblablement, le signalement du véhicule était peut-être diffusé à travers tout le pays. Cependant, il pouvait se permettre de rouler encore pendant quelques kilomètres sur ces routes peu fréquentées. Il traversa Benton, petite ville coquette, construite autour d'une place où se dressaient un cinéma, une petite banque et un hôtel. Harry avait de plus en plus mal à la cheville, et maintenant la douleur s'irradiait dans toute la jambe. Il envisagea un instant de se cacher un jour ou deux dans une auberge en bord de route, mais il y renonça. À si faible distance du lieu de son hold-up, c'était vraiment trop risqué. Bientôt, au sommet d'une petite colline, en retrait de la route, il aperçut une ferme qui semblait abandonnée. C'était une bâtisse imposante, plutôt délabrée. L'herbe envahissait le chemin qui y conduisait,
et les pelouses qu'il abordait n'avaient pas été tondues depuis longtemps. Harry ralentit pour mieux observer la ferme. C'était exactement ce qu'il cherchait. Il pourrait s'y cacher pour la nuit et même y rester le lendemain. Ça n'avait pas l'air trop difficile d'entrer dans la maison par effraction. Il tourna brusquement dans l'allée, monta la côte à vive allure et gara sa voiture derrière la ferme afin qu'on ne la voie pas depuis la route. En évitant de prendre appui sur sa cheville blessée, il se glissa hors du véhicule. Et tout à coup, une voix de femme le fit sursauter. « Vous êtes blessé, monsieur ?» Bon sang. C'était vraiment pas le moment. Qui était cette femme? Et qu'est-ce qu'elle faisait ici? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Harry vient de rater le hold-up d'une banque en se foulant la cheville et en laissant rouler le sac plein de billets de banque sous un autobus bloqué dans un embouteillage. Parvenant à s'enfuir au volant de sa vieille guimbarde, Harry prend la route et, en pleine campagne, voit au loin une ferme qui a l'air abandonnée. Il décide de s'y arrêter pour s'y cacher. Harry fit volte-face. La femme se tenait sous le porche d'entrée de la maison et le regardait d'un air bizarre. « Vous êtes blessé, monsieur ?» Ah, ça n'était vraiment pas son jour de chance. La ferme était habitée. « Je viens juste de me tordre la cheville, madame, mais c'est rien. Je voulais vous demander si vous pourriez me donner de l'eau pour le radiateur de ma voiture. » »« Mais bien sûr, monsieur. » La femme était âgée d'environ 70 ans. Les cheveux grisonnants, décharnés. Elle semblait fragile, mais ses gestes étaient rapides et précis. Derrière d'épais verres de lunettes, ses yeux bleus avaient une expression vive et intelligente. « Pour vous éviter de marcher, je vais aller chercher l'eau moi-même, monsieur. » Un instant plus tard, elle revenait, un seau d'eau à la main. Harry ouvrit le capot de la voiture et se pencha sur le moteur en essayant de cacher à la vue de la vieille femme le radiateur déjà plein. En même temps, il s'arrangea pour verser sur le sol la majeure partie de l'eau contenue dans le seau. « Voilà, je vous remercie, madame. »« Mademoiselle Hadley, je suis très heureuse de vous rendre service, monsieur. Monsieur... » Je m'appelle George Lucas, mademoiselle. Je voudrais pas abuser, mais me serait-il possible de me reposer quelques instants chez vous avant de reprendre la route, mademoiselle Hadley? Mais certainement, monsieur Lucas, certainement. Attendez, je vais vous aider. Mademoiselle Hadley passa son bras autour de la taille d'Harry et l'aida à marcher jusqu'à la maison. Elle le fit asseoir dans le salon, sur un vieux fauteuil de cuir, et s'en alla chercher une bassine d'eau froide et une serviette de toilette. Harry n'était pas mécontent que mademoiselle Hadley lui prodigue autant de soins. Non seulement sa cheville le faisait beaucoup moins souffrir, mais de plus, en s'attardant quelque peu à la ferme, il réalisait en partie son plan. « Je me sens déjà beaucoup mieux, mademoiselle, mais si vous m'y autorisez, je resterai encore un petit moment. » « Mais vous voulez rire, monsieur Lucas, voyons. Votre entorse n'est vraiment pas belle. Vous allez rester dîner avec moi. » Harry n'en espérait pas tant. Non seulement mademoiselle Hadley le soignait comme une mère, mais en plus elle semblait aimer s'accompagner. En dînant à la ferme, il éviterait de reprendre la route en début de soirée, et s'il en faisait un peu plus en boitant d'une manière convaincante, peut-être son séjour se prolongerait-il.
En fait, Harry fut dispensé de jouer son rôle plus longtemps. Mademoiselle Adley n'avait pas la télévision, mais elle possédait un petit poste de radio dans sa cuisine. Lorsqu'ils eurent terminé leur léger repas, elle fit un signe de tête en direction de l'appareil et dit très naturellement: « J'ai entendu parler de votre mésaventure cet après-midi. » « Comment? » ?»« Oui, le hold-up à la compagnie financière et la façon dont vous avez perdu votre sacoche pleine d'argent. Sacoche qui a glissé sous un autobus. J'ai tout entendu aux informations, monsieur. On a donné votre signalement et on a dit que vous vous étiez foulé la cheville. » Le calme de mademoiselle Adley stupéfia Harry. Nier aurait été inutile. Mais pourquoi cette vieille fille n'avait-elle d'abord rien laissé paraître? Et maintenant qu'elle avait abordé le sujet, pourquoi ne montrait-elle aucune crainte? « Je voulais vous féliciter, monsieur Lucas. Voyez-vous, il y a bien des années que je cherche un homme de votre envergure. C'est la Providence qui vous a conduit ici aujourd'hui. Je voudrais vous montrer comme il serait facile de réussir un hold-up à la banque de Benton. » Harry resta bouche bée. Mademoiselle Adley était le portrait craché d'une institutrice à la retraite. Elle n'avait rien d'une complice de gangster. Enfin, c'était ridicule, voyons. Expliquez-vous, mademoiselle Adley? Voilà. Autrefois, ma sœur Carmen et son mari exploitaient cette propriété. À leur mort, j'ai pris leur place. Voyez-vous, monsieur Lucas, c'est un travail très dur, exténuant. Je suis fatigué de labourer, de semer, de récolter. Je rêve de retrouver ma liberté et de profiter un peu de la vie. Voyager, visiter des pays inconnus. Or, pour y parvenir, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et réussir le hold-up de la banque de Benton me semble être le moyen le plus sûr. Mais c'est de la folie, mademoiselle Adley, voyons. Et d'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que je serais prêt à faire ça pour vous, hein? Aujourd'hui, j'ai tenté une aventure à la limite de mes moyens et voyez le résultat. C'est un accident, monsieur Lucas, un simple accident. À Benton, rien de semblable n'arrivera. La circulation y est très fluide. Vous ne rencontrerez aucune difficulté et puis vous pourrez toujours revenir vous cacher ici. On partagera le butin et vous repartirez avec une véritable petite fortune. Harry observait mademoiselle Adley d'un regard incrédule. C'est de la folie, mademoiselle Adley, la folie, je vous assure. Mademoiselle Adley se pencha vers lui et plongea son regard dans le sien. Non, monsieur Lucas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les employés de la banque sont à l'image des habitants de Benton, totalement dépourvus d'imagination et tellement satisfaits d'eux-mêmes. Pas de système d'alarme ni de caméra, seul un gardien à l'entrée et encore. Ils veulent se débarrasser de lui parce qu'il est trop vieux. Non, je vous le garantis. Ce sera d'une simplicité enfantine. La confiance de mademoiselle Adley était contagieuse. Malgré lui,
Harry commençait à croire qu'il pourrait enfin devenir millionnaire, sans mal, sans douleur. Alors après tout, pourquoi pas? En fait, quand il avait traversé Benton, il avait été frappé de l'aspect endormi et propret de la petite ville. Cette femme avait peut-être raison. Et quant au partage du butin, elle pourrait toujours y compter. Entendu, mademoiselle Adley. Je suis votre homme. Une lueur de joie traversa le regard bleu de la vieille demoiselle. Parfait, parfait. On fixe l'opération à demain, Monsieur Lucas. Doucement, mademoiselle. Je veux d'abord examiner les lieux moi-même. Le lendemain matin, Harry se rendit à Benton et constata que mademoiselle Adley ne l'avait pas trompé. Les habitants de la ville n'étaient manifestement pas très futés, et la banque était exactement comme la vieille demoiselle la lui avait décrite. Le garde, un homme corpulent d'un certain âge et qui semblait prédestiné à se tirer une balle dans le pied à la moindre anicroche, méritait sans aucun doute d'être rapidement mis à la retraite. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. De retour à la ferme, Harry se frotta les mains devant mademoiselle Adley. « L'affaire se présente bien, mademoiselle. On peut agir très vite. Demain après-midi, par exemple. » Fantastique, Monsieur Lucas. Je vais de ce pas acheter une bouteille de champagne. Le lendemain, Harry se présenta à la banque à l'heure prévue. Malheureusement, bien qu'il eût son revolver, un énorme P-38 à la main, il n'eut le temps de proférer aucune menace. À peine avait-il franchi le seuil d'entrée de la banque que le vieux garde s'approcha en silence derrière lui et lui asséna un violent coup sur la nuque avec la crosse de son arme. Quand Harry recouvra ses esprits, il était en prison. Une enquête rapide fit apparaître qu'il était l'auteur du hold-up de la compagnie financière. Après ces 2 tentatives criminelles, aussi infructueuses qu'elles aient été, Harry allait disparaître de la circulation pour un certain temps. Ce soir-là, mademoiselle Adley et son hôte évoquaient les événements qui venaient de se produire. Dès qu'il eut garé sa voiture dans la cour et qu'il en est descendu, j'ai compris qu'il s'agissait de l'homme dont le signalement avait été donné par la radio. L'idée de notre stratagème m'a alors traversé l'esprit, Jim. Le garde de la banque de Benton, Jim, enfourna dans sa large bouche un énorme morceau de tarte aux pommes. « J'arrive pas à comprendre comment il a pu croire que vous étiez prête à le seconder pour attaquer une banque, mademoiselle Adley. » Grâce à Dieu, il l'a cru, Jim. « Je vous remercie, mademoiselle Adley, d'avoir monté cette affaire. J'en suis le bénéficiaire, voyez-vous. » Ils ont donc renoncé à vous mettre à la retraite, Jim? Oui, mademoiselle Adley. Le directeur de la banque m'a dit qu'il m'avait sous-estimé. Mon intervention prompte et décisive, selon ses propres termes, a démontré que j'étais toujours digne de mon poste. Il m'a dit que je pourrais le garder aussi longtemps que je le voudrais. Mademoiselle Adley sourit. C'est merveilleux, mon cher Jim, merveilleux. Mais n'oubliez pas, c'est notre petit secret. Je m'en souviendrai, mademoiselle Adley. Appelez-moi Selma, Jim. Tandis qu'elle débarrassait la table, mademoiselle Selma Adley chantonnait.
Une vieille fille endurcie ne pouvait-elle changer ses habitudes lorsque l'homme idéal entrait dans sa vie? Même si celui-ci n'était plus très jeune, et même s'il avait un peu d'embonpoint, il n'en était pas moins attirant. Après tout, il pourrait même faire un mari très convenable. Mais à cet égard, on verrait. Rien ne pressait. Le printemps est toujours très beau à Marseille. Dès les premiers rayons de soleil, Madame Malo aime venir s'asseoir sur un certain banc du parc Borelli. Même si Alfred, son mari, déplore poliment cette forme un peu trop plébéienne de distraction. Même si leur bel appartement qui donne sur la Canebière comprend une agréable galerie où il est possible de prendre le soleil, Madame Malo préfère la terre ferme et le contact de la foule dans la bonne odeur du gazon. Assise sur son banc, sereine et attentive, Madame Malo ressemble à une idole orientale, avec son visage impassible et ses bras immobiles qu'elle tient rigides sur son ventre. Il y a 6 ans que ses bras sont paralysés, 6 ans que ses mains sont devenues inertes, inutiles. 6 ans. L'année où sa fille unique a épousé un membre du corps diplomatique en poste au bout du monde, dans des endroits plus sauvages, plus chauds les uns que les autres. 6 ans que Madame Malo craint pour la vie de sa fille adorée. 6 ans que ses bras et ses mains sont devenus des objets inanimés, morts. On appelle ça une maladie psychosomatique. Une incurable punition que l'inconscient inflige au corps. Heureusement, il y a ce coin merveilleux de Marseille, les gens et la bonne odeur des fleurs et du gazon. Ce vendredi-là, Madame Malo arrive de très bonne heure et s'installe sur son banc favori. À peine assise, elle ferme les yeux et pense à sa fille chérie qui est loin, si loin. C'est alors que 3 jeunes garçons en blouson de cuir passent devant son banc et s'arrêtent sur le bord de l'allée pour allumer une cigarette. Ils n'ont pas 14 ans. Madame Malo ouvre les yeux et ne peut réprimer un gémissement réprobateur qui attire illico l'attention des 3 gamins. L'un d'eux, un caïd qui ne se rasera que dans quelques années, s'approche d'elle, cigarette au bec. « Et alors, mémé, qu'est-ce qui va pas? Ça vous gêne qu'on fume? Vous voulez une cigarette, hein? » Laissez-moi, jeune homme. Allez-vous-en, je vous en prie. C'est que je suis fatigué, mémé. Et vous occupez un banc pour vous toute seule? Un banc entier pour une petite vieille qui n'a plus que la peau sur les os? C'est pas juste? Hé, les gars! Là-dessus, il se laisse tomber sur le banc et souffle sa fumée au visage de la vieille dame, infirme. « Et qu'est-ce qu'ils ont, vos bras, mémé? Ils sont morts ?» Brusquement, à cet instant précis, une force contraire à la gravitation soulève le gamin du banc et un homme, un rien plus petit qu'un 30 tonnes sur ses roues arrière, lui susurre à l'oreille « Quand je t'aurai lâché, mon petit gars, il te restera exactement 3 secondes pour te trouver au bout de l'allée, compris ?» Et c'est exactement ce qui se passe. Enfin, plus ou moins, car la petite Gouape et ses 2 copains ont mis 2 secondes et 20 dixièmes pour disparaître. L'homme éclate de rire. À cet instant, une voix de femme s'élève. « Francis, que se passe-t-il ?»« Rien, Hélène, rien. Un gamin qui embêtait la dame. Tout va bien, madame ?» « Oui, monsieur, je crois. En tout cas, je vous remercie infiniment. » À cet instant, Madame Malo voit une jeune femme qui s'approche sur une chaise roulante. La jeune fille est
pâle, blonde, et son expression montre qu'elle sait ce qu'est la souffrance. Ses jambes sont enfouies sous un plaid écossais. Madame Malo invite l'homme à partager son banc. « Ça n'est pas de refus, madame. Il fait si chaud aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Francis Maragne, et voici ma sœur Hélène. » « Je suis Madame Malo. J'habite pas loin d'ici, sur la Canebière. Et vous ?»« Nous sommes de Paris, madame. Nous ne sommes ici que depuis 1 mois, mais je crains fort qu'il nous faille bientôt repartir. N'est-ce pas, Hélène ?» La jeune fille baisse tristement la tête et ses yeux se remplissent de larmes. « Ne dis pas ça, Francis, je t'en prie. Ne dis pas ça, je t'en supplie. Vous comprenez, madame, nous sommes venus à Marseille pour voir quelqu'un, une sommité spécialisée dans des cas comme le mien. J'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans et depuis, je suis incapable de marcher. » Madame Malo hoche la tête avec sympathie. « Comme c'est triste, ma enfant. Je sais exactement ce que vous devez ressentir. Moi, voyez-vous, ça fait 6 ans que je ne peux plus me servir ni de mes bras, ni de mes mains. »« Oh, pauvre madame, comment est-ce arrivé ?» Et Madame Malo raconte sa triste histoire. Le mariage de sa fille chérie, le départ, l'exil de celle-ci, et depuis, le dérèglement nerveux qui a été le sien. « Mais c'est terrible ça, madame. Il n'y a rien à faire. »« Je crains fort que non, mon enfant. Mais peut-être que pour vous... »« Non, madame, non. Enfin, rien que la médecine officielle puisse tenter. C'est pour ça que Francis veut qu'on rentre à Paris. Mais moi, je ne suis pas d'accord. »« Hélène, ne crois-tu pas qu'on en a assez discuté ? » ?»« Nous devons tout essayer, Francis, tu m'entends, tout !» Madame Malo ne peut s'empêcher de demander « Mais vous venez de dire que vous aviez tout essayé. »« Oui, madame, oui, c'est vrai, on a tout essayé, enfin du moins, tout ce qui est scientifique, voyez-vous. Seulement, malheureusement, une espèce de charlatan a tourné la tête à ma sœur. »« Francis, même si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi on repartirait sans le voir. »« Mes enfants, calmez-vous, calmez-vous. Sans vouloir être indiscrète, de quoi s'agit-il, monsieur Francis ?»« Un soi-disant docteur, un certain docteur Garousse. Ou alors je le verrais plutôt docteur en boniment qu'en médecine. Mais soit, ce docteur Garousse prétend qu'avec une certaine eau, qu'il appelle l'eau de la foi, il lui est possible de guérir Hélène. J'oubliais, madame, j'oubliais. Cette eau coûte, tenez-vous bien, 70 000 francs le verre. Vous m'entendez bien, madame ? 70 000 francs le verre. Et alors, Francis, nous avons les moyens. C'est une question de principe, Hélène. Qu'en pensez-vous, madame ? Je pense, monsieur Francis, qu'il faut tout tenter. D'ailleurs, si vous n'aviez pas eu les moyens, je me serais empressé de vous offrir cet argent. Je vous dois bien ça, n'est-ce pas ? Votre sœur est si jeune, si belle. Madame Malo est malheureusement bien placée pour connaître l'importance du psychisme sur le corps. Mais cette eau magique, cette eau de la foi, peut-elle réellement accomplir des miracles ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Si la force mentale d'un individu peut faire des miracles, elle peut aussi créer des drames. Tenez, prenez le cas de Madame Malo, par exemple. Après que sa fille se soit mariée avec un diplomate en poste dans les points les plus lointains, les plus sauvages, les plus chauds du globe, Madame Malo a perdu l'usage de ses mains et de ses bras. C'est comme si son corps voulait crier ainsi son impuissance face à ce mariage qui l'inquiète.
Depuis cet accident, Madame Malo a pris l'habitude d'aller se reposer au soleil quelques heures chaque jour sur un banc du parc Borelli à Marseille, où elle habite. Là, un jour, elle fait la rencontre de Francis Maragne et de sa sœur Hélène. Hélène a perdu l'usage de ses jambes après un accident de voiture. Apparemment, la science est impuissante dans un cas comme le sien. Mais Hélène a entendu parler d'un certain docteur Garousse, de Marseille, qui affirme guérir pas mal de choses grâce à une potion magique, qu'il vend, tenez-vous bien, 70 000 francs le verre. Enfin, Madame Malo, 70 000 francs le verre, vous vous rendez compte? Mais enfin, Francis, le docteur Garousse donne une garantie. Tu as bien entendu ce qu'il t'a dit. S'il n'y a pas guérison complète, absolument complète, il rembourse intégralement. Oui, mais n'empêche qu'il veut être payé d'avance, Hélène. Et il ne précise pas ce que la cure est censée guérir. Moi, j'ai bien envie d'aller trouver la police. Non, 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 Francis, je t'en supplie, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Madame Malo est bouleversée. Monsieur Francis, votre sœur doit aller jusqu'au bout, croyez-moi. Il faut l'aider. Faites-le, Monsieur Francis. Qui sait? Des miracles peuvent se produire. Le lendemain, Francis et Hélène Maragne ne viennent pas au parc Borelli. Madame Malo en devine aisément la raison. Elle pense à la cruelle épreuve que subit la jeune fille. Elle sait, bien entendu, que Francis a raison. Il y a tant d'escrocs, tant de charlatans. Au cours des 6 années passées, elle et son mari sont tombés sur quelques-uns de ces êtres abjects, beaux parleurs qui suscitent de faux espoirs moyennant finance. Elle pense à Hélène et pendant tout cet après-midi, elle en oublie sa propre souffrance. Vers 3 heures, une petite pluie fine se met à tomber. Madame Malo rentre chez elle. Il pleut sans arrêt toute la journée du lendemain. Madame Malo ne quitte pas son appartement, se sentant plus solitaire et plus triste que jamais. Pourtant, elle ne s'apitoie pas sur son sort. Le dimanche matin, le soleil revient. Aussi, Madame Malo retourne-t-elle au parc Borelli sur son banc favori. La tension nerveuse de ces derniers jours commence à avoir raison d'elle. À peine assise, elle penche la tête sur sa poitrine et fait un petit somme. Un bruit de pas qui s'approche la réveille. Quelqu'un lui touche l'épaule. Elle ouvre les yeux et voit près d'elle le beau visage d'Hélène lui sourire. Hélène, oh, je suis contente de vous voir. Il y a, une fois de plus, des larmes dans les yeux de la jeune fille, mais ces larmes-ci sont bien différentes. On dirait des larmes de joie. Brusquement, Madame Malo en comprend la raison. Hélène est assise sur le banc, à côté d'elle. Assise sur le banc, pas sur une chaise roulante. Donc, Hélène marche. La jeune fille jette ses bras autour du cou de la vieille dame en sanglotant comme une enfant. « Oh, Madame Malo, je marche, je suis guérie, je marche. » Et puis, elle se lève en riant à pleine gorge. Ses mouvements sont incertains, mais elle se tient droite, toute seule. Madame Malo est bouleversée. C'est un miracle, Hélène. Un vrai miracle. Dites-moi, c'est cet homme, ce docteur Garousse? Oui, madame, c'est lui. Francis était tellement sûr que c'était un escroc que je l'aurais presque cru moi-même. C'est pourtant lui qui a fait ça pour moi, avec l'eau de la foi. Remarquez,
Ça n'est pas venu d'un seul coup, n'est-ce pas? Le premier jour, je n'ai rien ressenti, rien du tout. Et puis, hier matin, je me suis aperçu que je pouvais remuer légèrement les pieds. L'après-midi, j'avais des fourmis dans les jambes, quelque chose d'affreux. Et puis, je me suis tenu debout. Et ensuite, j'ai marché. Et votre frère, Monsieur Francis? Ah, il est resté à l'hôtel. Il a voulu que je vienne vous voir toute seule. Hélène, ma petite Hélène, cet homme, ce docteur Garous, je veux le voir. Il faut que je le voie. Mais bien sûr, Madame Malo. Hélène, vous croyez qu'il pourra me venir en aide? Pour toute réponse, la jeune fille serre Madame Malo dans ses bras. Le lundi matin, à 10h30, on sonne chez les Malo. Fernande, l'employée de maison, introduit 2 messieurs dans le grand salon. Francis et un homme de 70 ans environ, les cheveux blancs, l'air triste et absent. Francis fait les présentations, mais le docteur Garous ne semble pas tellement cordial en acceptant l'invitation que lui fait Madame Malo de s'asseoir. Il a l'air très ennuyé. « Madame Malo, je me demande si j'ai bien fait d'accepter votre invitation. » Le cœur de la vieille dame se serre dans sa poitrine. Il y a quelque chose qui ne va pas, docteur. Vous ne voulez pas examiner mes mains? Nul besoin de le faire, Madame Malo. Monsieur Maragne et sa sœur m'ont expliqué votre cas et j'en reconnais les symptômes. Malheureusement, j'ai un problème qui m'est propre. Je ne vois pas comment je pourrais vous venir en aide. Francis, sur le canapé, se tord les mains avec nervosité. Quand je pense à ce que vous avez fait pour nous, docteur, vous devez bien pouvoir faire quelque chose pour Madame Malo. Je n'en disconviens pas, monsieur Marin. Je suis certain que l'eau de la foi serait aussi efficace pour vous, Madame Malo. Il y a une guérison qui va bien au-delà de la science médicale. Mais le problème qui s'offre à moi relève ridiculement de l'offre et de la demande. Voyez, je m'explique, Madame Malo. Étant donné la nature absolument unique de mes méthodes et de l'instabilité qui règne actuellement dans certaines régions de l'Amérique centrale, je me vois dans l'impossibilité d'obtenir d'autres livraisons d'or de la foi, tout au moins à un prix raisonnable. Vous n'avez plus d'eau de la foi, docteur. On ne pouvait plus en faire venir. Le docteur Garous réfléchit un long moment. Si je pense qu'il serait possible, en tentant le tour pour le tour, je pourrais toujours y arriver par des moyens illicites, en achetant un certain nombre de fonctionnaires ici et là-bas. Je n'ai pas hésité à le faire auparavant lorsque je sentais que le résultat final en dépendait, mais à quel prix? À quel prix, Madame Malo? Qu'entendez-vous par là, docteur Garous? Je saurais l'évaluer avec exactitude, madame, mais grosso modo entre 100 000 et 200 000 francs. Le verre. Un silence pesant s'abat dans le salon. Le cœur de la vieille dame bat fort dans sa poitrine. Docteur Garous, il y a certaines choses qui ne peuvent se chiffrer. Je le sais, madame, je le sais. Quant à l'argent, docteur, j'en ai. Le problème ne se pose pas. Procurez-vous cette eau, docteur.
à n'importe quel prix. Procurez-vous cette eau, rien d'autre n'a d'importance, je vous en supplie. Si je pouvais à nouveau me servir de mes mains, juste les bouger, toucher un enfant, une fleur, une joue. Je vous en prie, docteur, procurez-vous cette eau. Madame Malo, si tout va bien, et en graissant pas mal de pâtes, il est possible que je reçoive de l'eau de la foi d'ici une quinzaine. Nous verrons alors ce que nous pourrons faire. Soyez béni, docteur Garros. Soyez béni. 3 semaines plus tard, Madame Malo est assise dans le grand salon de son bel appartement qui donne sur la Canebière. Il fait très beau dehors, mais les stores sont baissés. Elle lève la tête en entendant Alfred, son mari, entrer. Il s'approche d'elle en tenant un jeu de photographie. « Ma chérie, je sors du bureau du commissaire principal Lartigue. Il n'a rien de précis sur l'endroit où il pourrait bien être, mais le commissaire a tenu à me donner ses photos. Tu veux les voir ?» ?»« Non, Alfred, non. » La fille, elle s'appelle pas Hélène, mais Lucille Van Blit, à 24 ans. Et le type, c'est Georges Van Blit, sans mari. Quant au beau docteur miracle, il s'appelle Roger de Flerta. Un trio d'escrocs recherchés par les polices belges et françaises. Alfred, je ne veux pas en entendre davantage. Mais j'aimerais que tu regardes ces photos, ma chérie. Je veux que tu saches à quoi ressemblent ces bandits à qui tu as donné 210 000 francs pour un verre d'eau du robinet. J'aimerais que tu déposes une plainte, ma chérie. Non, Alfred, non. Je ne déposerai pas plainte, quoi qu'en dise la police. Je me moque de ce que ces gens pensaient en réalité, Alfred. Je me moque de ce qu'ils pensaient. Madame Malo arrache les photos des mains de son mari et les déchire avec rage. J'ai retrouvé l'usage de mes mains, Alfred. J'ai retrouvé l'usage de mes mains. C'est tout ce qui compte pour moi. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.